Bonjour, je suis Peggy Skuldarek, naturopathe iridologue et fleuriste. Bonjour Peggy, merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui pour faire cette interview. Qui est Peggy? Est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu plus d'où tu viens, quel est ton parcours un petit peu Alors, je viens de métropole. J'ai vécu à côté de Lyon en fait pendant quelques années. Ensuite, avec mes parents, on a beaucoup déménagé. D'accord. Donc j'ai eu la chance de voyager un petit peu, ce qui m'a donné le goût du voyage. D'accord. J'ai entrepris dès que j'ai pu des études de fleuriste parce que c'était mon rêve depuis petite. À 5 ans, je voulais être fleuriste, donc j'ai fait ce que je pouvais pour y arriver. À 5 ans déjà, tu voulais être fleuriste? Oui, à 5 ans, je voulais être fleuriste. Qu'est-ce qui, à 5 ans, t'a fait le déclic? Tu avais quelqu'un dans ta famille qui était fleuriste ou... Pas du tout, mais avec ma grand-mère avec qui je passais beaucoup de temps, puisque toutes les vacances, toutes les périodes creuses, on allait chez elle. Et du coup, elle avait un grand jardin, elle cultivait les fleurs, on coupait les fleurs, on faisait des bouquets, donc du coup, ça m'a donné envie d'apprendre ce métier. Et puis, je trouvais ça passionnant déjà que la nature puisse nous donner des si belles choses. Et voilà, je trouvais que c'était très très beau. Donc j'ai voulu en faire mon métier. Et dès que j'ai pu, j'ai fait un CAP et un BP fleuriste. D'accord, donc tu as 5 ans, tu passes du temps avec ta grand-mère, donc il y a toutes ces merveilleuses choses, cultiver les fleurs, là ça te donne envie d'être fleuriste. Et à partir de ce moment-là, en fait, tu t'es lancé dans le parcours d'être fleuriste, Oui. faire des études, etc. Comment ça a été en fait dans ton entourage quand tu as dit moi je veux être fleuriste? C'est-à-dire qu'est-ce que tu as eu le soutien de ton entourage ou est-ce que c'était plutôt genre tu sais comme un rêve d'enfant en général, on dit oui tu vas faire tes études et puis tu verras ça plus tard. Est-ce que toi tu as eu ce soutien de tes parents, de ta famille ou est-ce que c'était plutôt tu as dû aller chercher? Alors moi j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours fait confiance et qui m'ont toujours motivée, quels que soient mes choix, même si peut-être eux-mêmes n'y croyaient pas dans certains choix que j'ai faits, mais ils m'ont toujours motivée en me disant si c'est ce que tu veux faire, l'essentiel c'est que tu sois heureuse et que tu fasses ce que tu as envie. Donc au contraire, ils m'ont plutôt motivée à faire ça et aussi ils font partie de ces gens qui ont l'intelligence de dire c'est pas parce que tu vas faire de nombreuses études que tu vas mieux t'en sortir que quelqu'un d'autre. Donc si ton truc c'est pas les études, tu fais pas d'études, mais tu as un métier dans les mains et c'est formidable. Génial. Donc ils t'ont accompagné et tu t'es lancé, donc tu as ouvert ton premier cabinet après tes études ou comment ça s'est passé après? Alors non, après mes études, je suis partie dans le sud de la France pour travailler chez quelqu'un qui était à l'époque une grande formatrice nationale et internationale justement d'art floral parce que j'avais besoin d'aller un petit peu plus loin dans ce que j'avais déjà appris, c'était pas suffisant. Et puis tout de suite elle m'a laissé un petit peu les manettes de la boutique, je suis devenue assez rapidement responsable de sa boutique. Elle en a monté une deuxième et puis de fil en aiguille je suis restée dans cette société quelque temps avant d'enchaîner sur apprendre aux autres comment faire mon métier. Donc en fait, je suis devenue professeure d'art floral et de botanique dans un CFA pour tous les jeunes apprentis. Donc là, jusqu'à que tu deviennes professeur, tu as eu un mentor qui t'a accompagné, qui t'a laissé les rênes de la société et qui m'a appris. Tu as pu te former un peu, faire tes premières armes, on va dire, j'aime bien dire ça comme ça. Et de là, tu deviens professeur où là, tu vas enseigner ta passion. C'est ce que tu aimais faire. Tu deviens professeur d'art floral. Où est-ce que tu es devenu dans le sud de la France. Dans le sud de la France dans aussi. Le sud de la France, voilà, aussi. Et puis, ça a duré pendant 5 ans. 5 ans, ça? Donc 5 ans d'enseignement. Okay. C'était formidable, j'adorais ça, j'adorais partager. Après, j'ai eu un peu plus de mal avec le système de l'éducation nationale. Voilà. Donc, j'ai décidé d'arrêter. Et puis, parce que ça faisait aussi quelques années que j'avais envie de m'exiler. Encore une fois, mes parents ayant beaucoup bougé quand j'étais petite, je ne suis jamais restée au même endroit très très longtemps. Et il fallait que je voie du pays, il fallait que je voie autre chose. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu partout, Canada, Afrique, voilà, j'ai un petit peu navigué pour voir ce qui était le mieux. Et puis parce que grâce au lycée où je travaillais, j'avais monté aussi des projets pédagogiques avec mes élèves qui nous amenaient à être affiliés à
une structure et une ambassade en Afrique pour justement faire un échange d'élèves, un échange de cours d'art floral, apprendre à travailler les fleurs exotiques, le cacao, le café, tout ce qu'on pouvait trouver en fait dans la nature. Et tout ça m'a donné envie de le faire ailleurs. Et par pur hasard, je suis arrivée en Nouvelle-Calédonie. D'accord. Voilà. Donc ouais, de ce que j'entends, ça, c'était déjà en fait, de par ton parcours, donc tu avais cette envie de transmettre l'art floral, etc. Mais en même temps, j'entends que tu faisais aussi vachement de projets, de création de projets, d'échanges, etc. Et donc là, à partir de là, tu as atterri en Nouvelle-Calédonie. Et quand tu as atterri en Calédonie, est-ce que tu es toujours donc professeur ou est-ce que tu as quitté le... Vas-y, pardon. Alors en fait, j'étais professeur, j'ai démissionné pour pouvoir faire autre chose, tout en sachant que toutes ces années où j'étais professeur, je travaillais aussi en boutique en parallèle. D'accord, c'est-à-dire que tu n'as pas quitté la boutique. J'ai jamais quitté. Et tu continues. J'ai quitté la boutique pour laquelle je travaillais au début de ma carrière. D'accord. Mais par la suite, j'ai travaillé chez d'autres personnes. J'ai aidé des amis qui avaient des boutiques. Je ne suis jamais restée en dehors. D'accord, c'est-à-dire que tu avais un pied un peu dans l'éducation nationale, système que tu disais que tu as moyennement apprécié, et tu restais un pied un petit peu dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, dans le business en même temps. Exactement. D'accord, dans la vraie vie, moi ce que dans la vraie vie, c'est ça. Parce que globalement, quand on est professeur, on a les vacances en période charnière pour un fleuriste. Donc Noël, Saint-Valentin, toutes ces fêtes-là qui sont quand même des grosses fêtes pour nous. Je ne travaillais pas au lycée. Donc pendant ce temps-là, j'allais aider les copines en boutique. Oui. D'accord. Et donc là, tu continues de travailler, tu as atterri en Nouvelle-Calédonie. Oui. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Alors je suis arrivée ici parce que j'avais justement un ancien collègue avec qui je travaillais qui était calédonien et qui me dit je vais passer mon été à Nouméa, donc juillet, août pour nous en France. Et donc je reviens en septembre, mais en rigolant, comme moi j'étais partie à la base, je voulais partir au Costa Rica, monter une société d'événementiel dans la fleur parce que j'avais déjà un petit peu vu ce qui se passait au Costa Rica et je savais que tous les Américains venaient se marier au Costa Rica sur des yachts ou voilà, dans des cadres un petit peu idylliques, et j'avais ciblé l'endroit du monde où il y avait une grosse production florale pour pas avoir de problème justement de marchandises. Donc je m'étais dit, allez, je pars au Costa Rica, sauf qu'évidemment, je parlais pas un mot d'espagnol, mais je me suis dit, c'est pas grave, en 3 mois, tu peux apprendre. J'avais des problèmes de papier au niveau de l'immigration, c'était pas si simple. Et entre-temps, donc ce collègue me dit, écoute, moi je pars à Nouméa pour mes vacances. Je lui dis, t'as quand même de la chance. Donc on sait jamais, si un fleuriste cherche quelqu'un là-bas, tu me fais signe. Et en effet, 2 mois après, il rentre, il m'appelle et il me dit, j'ai fait tous les fleuristes de Nouméa et il y a quelqu'un qui t'attend. Génial. Et là, je me suis dit, oui, c'est génial, mais franchement, personne ne m'attend nulle part dans le monde. D'accord, Et je l'ai contacté par mail, donc évidemment, avec le décalage horaire, le lendemain, j'avais une réponse en disant, en effet, j'ai besoin de quelqu'un, je ne suis pas fleuriste, j'ai besoin de quelqu'un pour développer ma boîte, donc je vous attends. Et j'ai quand même tenu à le rencontrer quand il est venu en France, pour voir à qui j'avais affaire parce que c'était pas rien. Bien sûr. J'ai changé tous mes plans, je suis retournée à l'agence de voyage où j'avais bloqué mon billet pour le Costa Rica en lui disant finalement je pars pour la Nouvelle-Calédonie, et ça s'est fait comme ça en fait. Donc je suis arrivée, j'ai développé la première petite boutique que nous avions dans le quartier latin déjà à l'époque, à côté de la BCI. Et puis ça s'est fait comme ça pendant 4 ans. Et au bout d'un moment, je voulais aller plus loin, je voulais grossir un petit peu le truc. Et puis cette boutique était très sympa, c'était une ancienne maison coloniale, mais elle n'était pas du tout adaptée pour notre métier. On n'avait pas la climatisation, on avait une petite chambre climatique, mais c'était trop compliqué pour stocker tout ce qu'on avait à stocker. Et on était locataire et la propriétaire voulait vendre ce bien. Donc du coup, on a eu une opportunité d'acheter une belle boutique tout à fait moderne qu'on a fait climatiser, etc. pour pouvoir accueillir nos petites fleurs. Et on a déménagé.
Et maintenant, ça fait 8 ans qu'on est dans cette boutique. D'accord, 8 ans maintenant. Voilà. Et donc tu disais, donc là, tout à l'heure tu disais, il n'y a personne qui m'attend dans le monde. Finalement, il y a quelqu'un qui t'attend en Calédonie. Finalement, il y avait quelqu'un. Il y avait quelqu'un qui t'attendait en Calédonie pour travailler, qui avait recherché finalement tes compétences et ton savoir-faire. Par rapport au projet du Costa Rica, donc ça fait 8 ans maintenant que ça a été un petit peu abandonné, on va dire. Est-ce que abandonner c'est le mot? Ça fait 12 ans même. 12 ans maintenant. Ouais. Est-ce que abandonner c'est le mot ou est-ce que c'est toujours quelque chose qui est quelque part dans les... C'est quelque part. C'est quelque part dans une boîte. C'est quelque part. Après, je ne sais pas si ça sera forcément le Costa Rica. Voilà, mais j'ai appris à ce que la vie nous réserve de belles surprises. On a des opportunités, il faut savoir les saisir. Et puis parce que ça fait partie de mon tempérament, moi j'ai une maman qui est super battante, qui m'a toujours dit tu te laisseras pas aller, quand on veut on peut, donc bon on y va. Mon papa c'est pareil, en plus encore une fois ils ont très très confiance en moi, beaucoup plus que moi-même finalement, et c'est génial d'être entourée comme ça quoi. Donc tes parents en fait c'est ton plus gros sponsor aujourd'hui. Ouais. Super. Mes parents et ma petite sœur, ouais. Tes parents et ta petite sœur. Ouais. Et donc maintenant, donc ça fait faire 8 ans que tu es fleuriste et tout à l'heure tu disais, donc, et à partir de là, qu'est-ce qui se passe pour Peggy? Alors à partir de là, donc j'arrive à avoir une belle boutique comme je veux. En fait, j'ai créé mon bébé et je me suis complètement investie là-dedans et c'était génial. J'ai passé de très bonnes années. J'ai bien développé la boîte. Voilà, on peut dire que j'étais assez contente de ce que j'avais créé et entrepris. Sauf que j'ai eu un souci de santé. D'accord. Et à partir de là, on s'est rendu compte que ce souci de santé était en rapport avec les pesticides et les produits phytosanitaires qu'on utilise sur les fleurs. D'accord. Et les médecins m'ont conseillé d'abandonner ce métier-là et de passer à autre chose. Ce qui forcément a été super compliqué, parce que pour quelqu'un de passionné qui voulait faire ça toute sa vie et qui s'imaginait même pas faire autre chose, il a bien fallu trouver des alternatives. Comment tu as vécu Parce que bon, tu nous l'as dit tout à l'heure, depuis que tu as 5 ans, tu voulais être fleuriste, tu as fait tout ton parcours de vie pour devenir fleuriste, tu as fait un CAP, tu avais des projets d'aller au Costa Rica, faire des fleurs pour les stars dans le monde, etc. Tu arrives en Calédonie, tu crées une super boutique, tu renouvelles tout ça. Et là, tu as un peu le coup près qui tombe, où on te dit il va falloir que tu changes de métier. Oui. Comment ça se passe pour toi à ce moment-là? Ça a été très compliqué. Ouais. Très compliqué parce que déjà, j'étais au fond du trou physiquement. Ouais. Je suis restée très très longtemps en arrêt maladie. Donc déjà, d'un côté, j'avais un business qui tournait moyennement. Je gagnais plus ma vie, bien évidemment. Et puis mon bébé allait s'effondrer puisque moi j'étais plus derrière, donc j'avais du personnel à l'époque, mais des gens qui n'étaient pas forcément compétents pour tenir une boutique parce qu'il faut avoir plusieurs compétences quand on tient une boutique. C'est pas que vendre des fleurs, c'est aussi être gestionnaire, c'est aussi avoir un côté sympa avec la clientèle, faire du commerce tout simplement, et puis après développer tous les jours, développer davantage, ne jamais rester sur ses acquis. Donc du coup, je me suis dit que ce moment de ma vie n'était pas là par hasard non plus, qu'il fallait que j'en fasse quelque chose. Donc j'ai pris sur moi et je me suis dit, il va falloir que, de toute façon, pour l'instant, tu ne peux pas t'arrêter comme ça du jour au lendemain de faire fonctionner ta boîte. C'est pas l'objectif non plus, donc tu vas trouver une alternative pour faire autre chose. Si tu arrives à vendre ta société, parce que j'ai mis en vente à ce moment-là, c'est très bien. Si tu ne vends pas, ça sera pour faire autre chose et tu verras. Et du coup, encore une fois, j'étais dans un état tel physiquement que ce n'était pas grave. Au final, c'était pas si grave. Je me suis dit, c'est soit ça, soit tu meurs. Qu'est-ce que tu choisis? J'ai choisi la vie. Donc tu vas faire autre chose. Et à l'époque, j'étais sous un traitement médicamenteux très 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 lourd qui me rendait malade. Enfin, ça a été très compliqué pour moi à gérer. D'autant plus que moi, je viens d'une famille où on a beaucoup appris à se soigner avec des choses naturelles, à éviter d'intoxiquer notre corps avec des médicaments. Et puis parce que ça a été une dure période psychologique aussi à vivre,
On m'a annoncé qu'il fallait que j'arrête mon métier, on m'a annoncé que d'avoir des enfants, ça serait compliqué pour moi. En fait, toute ma vie était remise en question. Donc je me suis dit, pour te soigner de ça et pour te sortir de ça, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Et comme j'avais déjà toutes les compétences des propriétés médicinales de par mon métier, puisque nous, quand on fait notre formation fleuriste, et en plus en tant que prof de botanique, je savais exactement à quoi correspondait telle plante pour soigner tel mal, etc. Et je me suis dit, mais ça c'est génial, en fait tu peux quand même dévier de ton métier pour te soigner. J'ai entrepris une formation de naturopathie à ce moment-là. C'est comme ça que j'ai commencé à dévier vers mon deuxième métier. On va y revenir sur ce deuxième métier. Qu'est-ce qui a été pour toi en fait le point où ça a switché entre le moment où tu as l'annonce que toute ta vie là, elle doit changer et où tu te dis je vais rebondir. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu cette volonté de rebondir? Tu disais donc tu avais eu cette éducation de par tes parents, Ouais. donc de toujours continuer, mais qu'est-ce qui à ce moment-là, qu'est-ce qui a fait que tu t'as switché là? Qu'est-ce qui a fait que tu te dises tiens, je vais aller chercher là au fond de moi et je vais rebondir? Mais c'est ça qui est compliqué, c'est que j'en sais rien. Tu sais pas, hein? J'en sais rien parce qu'en fait, je pense que ça vient vraiment de mon éducation, Ouais. d'avoir vu ma maman se battre tout le temps pour arriver à ses fins. Déjà, je pense qu'indirectement, je ne pouvais pas la décevoir. D'accord. J'ai la chance d'être accompagnée dans la vie d'un homme formidable aussi qui m'aide au quotidien et qui à ce moment-là a toujours été là pour moi et m'a dit mais ça va aller, tu vas t'en sortir, on va s'en sortir, on trouvera des solutions. Et parce que je pense que d'avoir envisagé plein de choses, je ne me voyais pas travailler pour quelqu'un. C'était très compliqué pour moi. Non pas que je n'arrive pas à être conciliante et à faire des compromis, etc. C'est pas le souci. J'ai travaillé pendant de nombreuses années pour quelqu'un. Mais je me suis dit, c'est dommage d'être arrivée à ce parcours-là, d'avoir toujours réussi à ce que tu voulais et que ça s'arrête juste parce que tu as un problème de santé. Donc tu vas être plus forte que ça et puis tu vas y aller. Et voilà, et donc ça a été très compliqué, évidemment. Donc il y a eu donc c'est quelque chose qui n'a pas été simple pour toi. Moi ce que j'entends c'est qu'il y a eu cette voix intérieure qui t'a un peu poussé, tu t'es un peu automotivé de te dire bon allez Peggy, on va y aller, on va y arriver. En plus tu as eu l'environnement autour de toi qui a soutenu cette voix intérieure, c'est ça si j'entends bien. Oui, mais je pense que l'environnement fait quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand on a des coups de mou comme ça dans la vie, si on a des gens sur qui on ne peut pas compter autour de soi ou si on est vraiment très très seul, soit on a une super force de caractère comme certains, soit vraiment on se laisse très vite aller. Et parce qu'aussi c'est très facile de se complaire là-dedans et de se faire plaindre et de se dire ah bah ouais mais j'ai pas de chance, c'est comme ça m'est arrivé à moi, faut peut-être que j'entende les signes, c'est peut-être pas pour moi. Non, c'est pas vrai, en fait chacun fait ce qu'il veut de sa vie quand il veut. Donc voilà, je pense qu'à l'intérieur de moi, c'était plus fort que tout. J'allais pas me laisser aller comme ça. J'allais pas tout perdre parce que j'avais déjà perdu 30% de mon cœur, quoi. Ça suffisait. Là, ça suffisait. Ouais. Donc toi, tu as fait le choix, donc tu disais, j'ai bien aimé ce que tu dis, j'ai choisi la vie. Ouais. Et tu as transformé un peu ce nouveau challenge qui t'arrive dans la vie. Tu disais que la vie, c'est finalement, il arrive des choses et puis on les surmonte, etc. Tu as transformé ce challenge finalement en une force, quoi. Ça veut dire que tu as utilisé ça avec ton expérience et ton passé, tu l'as transformé pour transformer ton métier finalement qui était fleuriste avec tes apprentissages, tes connaissances, tout ça, pour apprendre la naturopathie. Est-ce que tu veux bien nous en parler? C'est-à-dire, comment tu as eu ce déclic-là? Qu'est-ce qui a fait que tiens, tu t'es dit la naturopathie, je vais aller apprendre ça? Alors que tu avais déjà fait la botanique, tu avais déjà j'avais toutes les propriétés médicinales que je connaissais par cœur. D'accord. Parce qu'encore une fois, dans notre formation, c'est indispensable, on nous l'apprend. Je connaissais tous les noms latins. Et dans la naturopathie, on utilise beaucoup l'aromathérapie, les huiles essentielles avec les noms latins, etc. La phytothérapie également. Et puis, parce que pour avoir subi 2-3 années consécutives très compliquées, au niveau des soins, au niveau des douleurs, au niveau d'un traitement médicamenteux, encore une fois très très fort,
qui me rendait malade. Je me suis dit, je ne peux pas subir comme ça tout le temps, c'est pas possible, il faut trouver des alternatives. Et les alternatives, à l'époque, c'était la médecine parallèle. Alors, j'ose pas trop utiliser ce mot-là parce qu'on ne sait jamais si on doit dire médecine parallèle, alternative, douce, j'en sais rien, mais en tout cas des techniques d'approche nouvelles aujourd'hui, ou pas si nouvelles, et qui fonctionnent très très bien. C'est-à-dire qu'au Medipôle, j'ai été super bien encadrée, avant ça au CHT d'ailleurs. Donc j'ai eu la chance de faire face à des gens qui s'intéressent à toutes ces médecines-là. Donc j'ai fait de l'hypnose, de la musicothérapie, de la sophrologie. En fait, j'ai tout essayé et je me rendais compte que tout ça m'apportait énormément de bienfaits. Et je me suis dit, bah tiens, pour concilier un bon état de santé, il faut savoir utiliser aussi les bonnes techniques d'approche et en même temps, il faut savoir utiliser les plantes et les fleurs. Donc c'est parfait de ton ancien métier, tu vas en faire ton nouveau métier. Et tu vas arrêter de souffrir et tu vas retrouver ta santé et à partir de là, peut-être que tu pourras toujours faire fonctionner ta boutique. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Donc tu as vraiment utilisé en fait cette force, donc tu avais cette force, cette voix à l'intérieur qui te poussait à vouloir continuer, ces connaissances, et tu as utilisé vraiment toutes tes connaissances, ton savoir et tout ça pour en faire vraiment cette nouvelle force de vouloir un petit peu maintenir ta boutique, donc c'est ce que tu fais aujourd'hui, et la naturopathie. Oui. Tu peux nous parler un petit peu aujourd'hui de ce que tu fais concrètement en naturopathie? Parce qu'on a entendu, donc c'est quelque chose qui t'a aidé, tu as essayé plein de techniques différentes. Hypnose, sophrologie, phytothérapie, etc. Et donc là, aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu fais en naturopathie? Alors en naturopathie, on accompagne justement les gens qui ont des problèmes de santé ou pas encore, mais qui veulent optimiser leur santé, en leur prescrivant justement des remèdes complètement naturels, de façon à ce qu'ils n'atterrent pas leur organisme, et au contraire qu'ils le mettent en pleine santé. Et dans ces cas-là, on va préconiser donc toutes les techniques de relaxation, c'est évident, donc la sophrologie, la respiration, pourquoi pas des alternatives comme le yoga, le shiatsu, le qigong, enfin voilà, tout ce qui va être basé sur la respiration parce que c'est un outil indispensable pour la vie de tous les jours, surtout quand on est en période de stress et on est dans une société quand même tellement anxiogène que c'est important de faire attention à ça. On va préconiser une alimentation équilibrée. Donc je rectifie le tir parce qu'on dit tout le temps, oui, quand je vais voir un naturopathe, j'aurai plus le droit de rien manger. Pas du tout. On a le droit de manger plein de choses, on a le droit de se faire plaisir, mais il faut faire attention aux quantités qu'on mange et à varier tout simplement les plaisirs et les assiettes. Et ensuite, on va pallier avec certaines petites plantes, soit pour gérer des pathologies, soit en prévention, soit tout simplement restaurer un petit problème que l'on a. Et puis, il y a plein d'autres techniques. Donc, on fait de la digitoponcture. Donc, par rapport à la médecine traditionnelle chinoise, on appuie sur les points d'acupression qui peuvent soulager des maux. De la réflexologie. Moi, j'ai choisi la spécialité iridologie. Donc, dans l'iris des yeux des gens, je suis capable de voir quelles pathologies ils sont susceptibles d'avoir et éventuellement de les soigner en prévention ou de les soigner tout court. Donc c'est très intéressant aussi. Et puis après, on est face à l'être humain, donc dans sa globalité, c'est super intéressant. C'est, de ce que je comprends, en fait, tu as une approche un petit peu globale, c'est-à-dire que c'est pas juste tiens, tu vas prendre telle herbe et tu vas aller mieux. Quoi. C'est pas. Alors, moi je découvre aussi un petit peu, même si je connais un petit peu ce que c'est que la naturopathie, c'est pas en mode je suis pas un druide, je vais pas couper des feuilles et puis tu vas mâcher les feuilles et tu vas t'en tirer. Il y a vraiment une approche globale, c'est-à-dire globale. Et on est complètement dans le serment d'Hippocrate aussi, comme les médecins, c'est-à-dire que on soigne avec les éléments de la nature, on respecte la personne, on respecte ses mots et surtout on cherche la cause de la cause. C'est-à-dire qu'un médecin, globalement, il est clair qu'on a besoin de lui. Je suis la première à aller chez le médecin quand il y a un truc qui ne va pas, et il vaut mieux parce que je suis quand même très suivie. Mais à comparer à ça, il va donner une molécule chimique pour soigner telle pathologie ou tel problème. Nous,
En naturopathie, on va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser à donner n'importe quelle plante. On va d'abord rechercher la cause de la cause. Pourquoi on en arrive là? Pourquoi, par exemple, j'arrive pas à perdre du poids? Hormis l'alimentation, eh bien, il y a peut-être un problème au niveau des hormones, il y a peut-être un problème endocrinien, il y a peut-être un problème avec un blocage dans l'enfance. Donc tout ça, nous, on va le rechercher en amont. Et puis après, on met en place un ensemble d'éléments qui permettront de réaliser une hygiène de vie, d'obtenir une hygiène de vie beaucoup plus gérable. Ouais, c'est vraiment une approche santé où on est vraiment dans le mode, ça ne se substitue pas, de ce que j'entendais, à, on va dire, la médecine scientifique. C'est vraiment... ça vient en complément. Ça vient en complément. Et alors moi, la question que je me pose, parce qu'au début tu disais, donc c'est une approche naturelle. Oui. C'est comme boire du café. Un café de temps en temps, c'est très très bien, c'est très bon pour la santé. 7 cafés par jour, il est clair que non, faut pas croire que ça fera du bien. Sur le coup, on a l'impression que ça fait du bien, c'est comme le sucre. Sur le coup, ça ramène une espèce de douceur. Et en fait, tous ces éléments-là procurent énormément de stress à l'organisme et l'abîment beaucoup plus vite. D'accord, donc c'est vraiment avoir une approche, je vais utiliser un mot, peut-être que le bon sens, avoir un peu de bon sens dans notre approche. Aussi. Et d'avoir une approche équilibrée, quoi. Oui, équilibrée, ouais. Toujours rester équilibré. Super. Comment ça se passe? Si moi, par exemple, pour quelle raison je pourrais venir te voir? Alors, soit tu as une pathologie déjà révélée, et dans ces cas-là, comme le parcours que j'ai eu, moi, tous les médicaments sont très très lourds à gérer, les traitements te rendent malade, et dans ces cas-là, il faut trouver d'autres alternatives pour essayer de vivre au mieux avec la pathologie que tu as. Soit au contraire, ça peut être tout simplement rééquilibrer ta vie aussi dans ton assiette. Même si nous ne sommes pas du tout nutritionnistes, hein, nous ne sommes que naturopathes. Donc nous, on va équilibrer l'assiette, mais on va équilibrer aussi le stress, le rythme de vie, le quotidien, et on va trouver plusieurs méthodes pour en arriver là. Et après, pourquoi pas en prévention, c'est-à-dire que ne serait-ce que par une séance d'iridologie, regarder dans tes yeux quelle pathologie tu pourrais avoir. Et dans ces cas-là, en prévention, je fais telle et telle chose dans ma vie de tous les jours pour que ça n'arrive pas. C'est-à-dire que ça peut être aussi bien du curatif, oui. Je mets curatif entre guillemets, dans le sens où, comme tu disais si, parce qu'on propose des cures quand même. On va proposer des cures de compléments alimentaires, on va proposer des cures d'argile par exemple. Voilà. Ça ne se substitue pas, tu disais tout à l'heure, à un traitement médical comme par exemple. On ne remplacera jamais un ça, traitement médical parce que premièrement, on n'a pas le droit de le faire. Par contre, si nous avons l'accord du médecin, parce que le médecin juge que les compléments alimentaires ou la phytothérapie qu'on va mettre en place sont suffisantes. Par exemple, pour quelqu'un qui souffre d'une dépression, un médecin, en plus ils y viennent de plus en plus quand même à des méthodes naturelles, va pouvoir nous solliciter ou plutôt renforcer en fait notre politique de soins en disant oui, il existe telle et telle plante qui sont très très bonnes pour apaiser le mental, le stress. Il existe telle et telle plante qui vont doper le cerveau, en fait, qui vont développer la dopamine, la sérotonine, les neurotransmetteurs dont on a besoin pour aller bien. Et en parallèle, on peut enlever le traitement médicamenteux mis en place puisque on est dans une dépression qui va se gérer. On mettra aussi en place la respiration, le yoga, des choses pour se faire du bien. Mais tout ça est en accord avec le médecin. Si le médecin refuse parce que la pathologie est trop lourde, il est hors de question que le naturopathe se permette de dire quoi que ce soit. On n'est pas là pour enlever le médicament. On est là par contre pour pallier et pourquoi pas enlever les effets nocifs de ce médicament. C'est-à-dire que quand on prend trop de médicaments, notre foie est mis en danger
et pas que le foie en fait. Tout le reste de l'organisme est mis en danger puisqu'on est intoxiqué. Donc nous, on va être là pour pallier à ça. Et dans ces cas-là, on va mettre des traitements en place ou un régime alimentaire en disant prenez telle et telle tisane ou telle plante pour enlever les toxines que vous avez accumulées ces derniers temps. D'accord. Et donc ça, c'est l'approche, on va dire, curative. Et il y avait l'approche, tu disais, préventive, où là, si moi je viens te voir, on va faire un point un petit peu de ma santé, donc au travers de l'éridiologie, tu disais. Oui. Et tu vas pouvoir me dire, bon, bah là, tiens, tu peux faire ça, ça, ça. Voilà. C'est comment ça se passe? Est-ce que c'est comme chez le médecin? Est-ce que tu donnes une ordonnance ou est-ce que c'est des recommandations? Alors, il y a des recommandations, mais il y a aussi une ordonnance. Ceci dit, on est dans la naturopathie, c'est-à-dire que celui qui veut le faire, le fait, celui qui ne veut pas le faire, le fait pas. On attend forcément des résultats, puisque nous, ce qui compte, c'est de voir que ça fonctionne. Et je suis la première pour qui ça fonctionne très très bien, puisque moi, je suis passée d'un traitement à 15 médicaments, j'en ai plus qu'un par jour. Et j'ai soit enlevé le reste, soit substitué quand même un petit peu avec d'autres alternatives. Mais il existe des choses très très simples. Par exemple, quelqu'un qui a de l'hypertension, s'il prend des gélules d'olivier, ça fera baisser l'hypertension. Donc, sauf si c'est une hypertension très très lourde, il n'est pas obligé de prendre des médicaments pour ça. Quelqu'un qui a du cholestérol, il peut prendre de la levure de riz rouge. Ça annulera en tout cas les effets nocifs du cholestérol. Et ça, c'est révélateur sur les analyses de sang, parce que nous, on demande toujours les analyses de sang aussi pour vérifier. Et tout est noté. Il y a des gens à qui on arrive à faire baisser le taux de diabète avec un régime particulier, donc c'est-à-dire beaucoup de protéines, contrairement à ce qu'on pourrait penser, donc notamment au petit-déj le matin, des œufs, du jambon, le petit-déj à l'anglo-saxonne en fait, ça marche très très bien. Du coup, quand on a mangé salé le matin, on a beaucoup moins besoin de sucre tout au long de la journée. Et puis, on substitue également avec des tisanes de cannelle, avec de l'huile essentielle de cannelle, et ça fait chuter le taux de diabète. Donc, les résultats sont probants et on a vraiment les preuves que ça fonctionne. Super, merci pour ça. De rien. Dernière petite question, du coup qui est un peu plus liée à ton parcours. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu aurais envie, quelle serait la chose que tu aimerais partager à quelqu'un qui voudrait se lancer, quelle que soit l'activité? Donc là, toi, tu as été fleuriste, tu continues d'être un peu fleuriste et naturopathe en même temps. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager à toutes ces personnes qui ont un peu peur ou qui pensent, tu sais, souvent on pense qu'elle a réussi parce qu'elle avait de l'argent, ou elle a réussi parce qu'elle avait eu la chance, ou elle a réussi pour quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui aujourd'hui voudrait se lancer, aujourd'hui en 2020, dans le contexte actuel, qui puisse, le truc que toi tu aimerais partager? Quel serait le mot de Peggy pour motiver tout à fait être dans la confiance quand même, un minimum, se faire confiance un minimum, même si c'est pas si simple, parce que je suis la première personne à ne pas avoir confiance en moi. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas avoir peur, parce que la peur bloque tous les rêves, et la peur provoque beaucoup plus d'échecs en fait que quoi que ce soit d'autre. Il vaut mieux vivre avec des regrets qu'avec des remords, ou l'inverse, je ne sais plus comment on dit, mais en tout cas, il faut essayer. Voilà, le but d'essayer dans la vie, c'est de se donner toutes les capacités pour y arriver. Et quand on veut, on peut. Donc, je suis persuadée que même s'il y a des embûches, c'est aussi ça, ça c'est la vie, tout simplement, c'est un challenge au quotidien. Je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont peur de se lancer dans l'aventure, mais qui ont eu des enfances hyper difficiles et qui ont vécu tellement pire. Et qui ont vécu tellement plus de drames. Il y a des gens qui sont aussi orphelins, il y a des gens qui ont déjà vécu la maladie, il y a des gens qui à 13 ans avaient déjà des cancers, s'en sont sortis, et voilà, ça c'était dur, ça c'était vraiment une réalité qu'il fallait gérer, et ils ne se sont pas posé des questions, ils ont suivi le mouvement, ils l'ont fait, ils s'en sont sortis. Si on arrive à se sortir de ça, monter sa boîte, c'est pas très compliqué. Il suffit juste d'avoir de l'investissement, d'avoir de la motivation, se faire confiance, être intuitif. Si on ne l'est pas, en tout cas, ne jamais entendre les autres dire non mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, non mais là tu vas te planter. Non, on ne va pas se planter.
Et il n'y a pas besoin d'argent, il n'y a pas besoin de chance. Je suis la première à pas avoir de l'argent. J'ai démarré sans rien. Je suis la première à pas avoir eu de chance. J'ai juste saisi des opportunités. Voilà, la première personne à qui j'ai annoncé que j'allais partir en Nouvelle-Calédonie à l'époque, ça a été une copine. Et comme plein d'autres, en fait, sauf ma famille qui m'a toujours soutenue, et qui m'ont dit « Ah, mais toi, tu as trop de la chance. » Non, j'ai pas de la chance. Ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué de tout quitter, d'arriver dans un pays que je ne connaissais pas. Je ne savais à peine où elle se situait sur la carte, cette petite île dans le Pacifique. Et je suis arrivée là sans rien, en me disant bah, écoute, tu essayes, tu es là pour 3 mois, et si ça marche pas, bah, tu repars, mais au moins tu l'auras essayé, tu l'auras fait. Et c'est tout en fait. Il faut arrêter de dire que les gens ont de la chance ou de l'argent. C'est pas vrai. Ça, c'est dans la tête et c'est dans les envies de chacun. Donc la frustration, il n'y a rien de pire pour rendre malade quelqu'un. Donc il ne faut pas vivre avec la frustration. Il faut oser faire les choses. Voilà. Après, ça marche ou ça marche pas. Mais de toute façon, on se sort toujours plus fort et plus grandi de ses échecs, même s'il y en a. Donc c'est pas très grave. C'est une belle réussite au final. Génial, merci beaucoup. Merci à toi d'avoir joué le jeu de l'interview. Ouais, c'était pas facile. facile. On mettra toutes les informations pour te contacter, donc Oui. lien, site web, etc. Oui. Super. Merci beaucoup, Pékin. Merci à toi. Je te souhaite une super journée. Merci toi aussi.